Le 9 novembre 1938, alors que le soleil se couchait sur l'Allemagne à 16h44, commençait l'une des nuits les plus sombres de l'histoire moderne. Le ciel était nuageux, mais la température était inhabituellement douce pour un automne avancé. Une condition de haute pression venant du sud de l'Europe retenait le froid scandinave. C'était une nuit où il n'était pas inconfortable d'être dehors. Ce qui se produisit dans les heures suivantes est entré dans l'histoire sous le nom de Kristallnacht, la nuit de cristal. Ce terme fait référence aux éclats de verre des vitrines brisées qui couvrirent les trottoirs devant les commerces juifs vandalisés. Personne n'a pu identifier avec certitude qui a inventé cette expression. Pendant des décennies, elle fut attribuée à Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazie, comme euphémisme conçu pour détourner l'attention de la violence exercée contre des personnes au profit des dommages matériels. Cette paternité s'avéra fausse. Les historiens désignent aujourd'hui des citoyens anonymes de Berlin, ville connue pour son ironie sardonique. En Allemagne, beaucoup préfèrent aujourd'hui les termes « pogrom de novembre » ou « nuit du pogrom du Reich ». En dehors des pays germanophones, cependant, le nom Kristallnacht reste le plus répandu dans le monde anglophone et dans une grande partie de l'historiographie internationale. Le mot « pogrom » porte son propre poids. Il vient du russe et évoque des actes de destruction, de pillage et de violence collective. Il entra dans un usage étendu à la fin du XIXe siècle pour décrire les flambées anti-juives dans l'Empire russe. Des épisodes caractérisés par une violence populaire que les autorités toléraient, voire encourageaient. L'utilisation de ce terme pour novembre 1938 est plus qu'appropriée, car ce qui se passa en Allemagne fut exactement cela, un pogrom. Et quelque chose de plus encore. Raoul Hilberg, l'un des grands historiens de l'Holocauste, distinguait entre un pogrom, qui produit des dommages matériels et des blessures sans conséquences ultérieures, et un processus de destruction dans lequel chaque étape contient la graine de la suivante. La Kristallnacht fut les deux à la fois. Ce fut un pogrom et ce fut aussi un échelon dans un processus qui culminerait dans le génocide. Mais cet enchaînement causal n'était pas visible en novembre 1938. À ce moment-là, l'objectif du régime nazi était d'obtenir que les Juifs quittent l'Allemagne, de préférence avec le moins de biens possible. Les plans pour le meurtre de masse n'émergèrent que plus de 2 ans plus tard, lorsque les nazis se trouvèrent confrontés aux millions de Juifs habitant les territoires de l'Est conquis pendant la guerre. Comprendre la Kristallnacht exige donc de la situer dans son propre temps et de ne pas la lire uniquement à travers le prisme rétrospectif de l'Holocauste. Le terrain préparé, 1933 à 1938. Le récit le plus répandu sur la Kristallnacht soutient qu'elle représenta une rupture dramatique avec la stratégie principalement légale et bureaucratique que le régime nazi avait suivie jusque-là pour persécuter les Juifs. Cette vision mérite d'être révisée. Les recherches historiques les plus récentes ont documenté que les attaques physiques contre les Juifs et leurs propriétés furent une constante dès le moment même où Hitler arriva au pouvoir en janvier 1933. Et non des incidents isolés comme on a eu tendance à les présenter. La première vague de violence antisémite organisée éclata dans le triangle industriel Rhein-Ruhr le 7 mars 1933 et se répandit rapidement. Berlin le 9 mars, Francfort et Hambourg le 11, le sud-ouest allemand le 13. Les Sturmabteilung, les troupes d'assaut des SA en chemise brune, faisaient irruption devant les établissements juifs en appelant au boycott et en intimidant les clients. Les confrontations dégénéraient fréquemment en passages à tabac et en actes de vandalisme. Les SA entraient de force dans les foyers et agressaient des Juifs dans la rue. Le régime nazi réagit rapidement pour contenir ces premiers débordements, craignant le désordre, mais le potentiel de brutalité inhérent à la base du mouvement fut exposé sans dissimulation. La deuxième vague antisémite occupa les 8 premiers mois de 1935. Son origine résidait dans la frustration des militants nazis devant la perception que l'épuration juive n'avançait pas avec suffisamment de rapidité ni de radicalité. Les Juifs restaient propriétaires de nombreux commerces. Leur exclusion des professions et des métiers était loin d'être complète. Les vitrines furent à nouveau brisées et les Juifs furent de nouveau agressés dans les rues. Les autorités locales réagirent de manière hétérogène. Certaines tentèrent de contenir la violence au nom de l'ordre. D'autres regardèrent ailleurs.
Le régime nazi toléra ces actes criminels comme soupape de décompression pour une base militante déçue par les compromis qu'Hitler avait conclus avec les élites établies. La violence venant de la base fournissait également un prétexte pour des mesures officielles de discrimination qui pouvaient ainsi être justifiées comme nécessaires pour apaiser les radicaux. En septembre 1935 arrivèrent les lois de Nuremberg qui définissaient les Juifs en termes raciaux plutôt que religieux et qui interdisaient le mariage et les relations sexuelles entre Juifs et Aryens. D'autres dispositions des années 30 restreignirent l'accès des Juifs aux transports en commun, aux parcs et autres espaces publics. En Bavière, il fut même interdit aux Juifs de porter les costumes traditionnels en cuir, le Trachten. Cet ensemble de mesures, renforcé par une propagande antisémite constante dirigée vers différents secteurs de la société allemande, produisit ce que certains historiens appellent la mort sociale des Juifs allemands. Leur exclusion progressive de la communauté nationale, leur marginalisation en tant qu'étrangers dans leur propre pays. L'année 1938 apporta une troisième vague de violence, cette fois de proportions inédites. En mars, l'annexion allemande de l'Autriche déclencha à Vienne une explosion d'attaques contre les Juifs que les nazis autrichiens vécurent comme une célébration et comme une libération psychologique de la retenue qu'ils avaient dû observer jusqu'alors. Des émeutiers pillèrent et détruisirent des commerces juifs, envahirent des foyers et agressèrent des personnes en pleine rue. En mai et juin, en pleine crise des Sudètes, les incidents antisémites se multiplièrent dans toute l'Allemagne, en particulier à Berlin. Des colonnes de militants nazis parcouraient les rues en peignant sur les vitrines des commerces juifs, les marquant pour de futures agressions. Joseph Goebbels, qui en plus d'être ministre de la propagande du Reich, était le Gauleiter nazi pour la capitale, soutint et encouragea activement ces actions. « Nous rendrons Berlin libre de Juifs », écrivit-il dans son journal. « Je ne céderai pas. » En juin, Hitler obligea Goebbels à freiner l'escalade, préoccupé par l'effet des incidents sur la presse et la diplomatie étrangère, impossible à ignorer à Berlin. Le 9 novembre, ce même schéma se répéterait, mais avec un résultat radicalement différent. En juin 1938 eut également lieu ce qu'on appela l'Action de juin. La police arrêta 10 000 Allemands classés comme réfractaires au travail ou asociaux et les envoya dans des camps de concentration. Parmi eux se trouvaient 1500 Juifs, dont beaucoup avaient été précédemment condamnés pour un délit. Ce fut la première fois que le régime nazi enferma dans des camps un nombre significatif de Juifs pour leur seule condition. La plupart s'y trouvaient encore en novembre, lorsque des dizaines de milliers d'autres les rejoignirent. En octobre, la crise des Sudètes fut résolue en apparence par le tristement célèbre accord de Munich. Les nazis fanatiques qui espéraient une guerre contre la Tchécoslovaquie se retrouvèrent frustrés et cherchèrent un exutoire à leurs émotions dans de nouvelles vagues de violence antisémite particulièrement intenses en Franconie, le territoire du Gauleiter Julius Streicher, et à Vienne. Dans la petite ville de Bechhofen, les nazis locaux exigèrent que les Juifs évacuent leurs maisons pour les céder à des Aryens. Face au refus, les Juifs furent expulsés de force, battus et contraints de défiler pieds nus. De nombreux habitants du village, dont des enfants, rejoignirent la foule pendant qu'elle harcelait les Juifs. Quelques semaines plus tard, des scènes pratiquement identiques se reproduiraient à l'échelle nationale. Tout au long des années 30, le processus de aryanisation vida progressivement les Juifs de leur base économique. L'aryanisation était le transfert coercitif de propriétés juives vers des mains non juives à des prix bien inférieurs à la valeur réelle du marché. Les propriétaires juifs étaient pressés par des menaces, des restrictions bureaucratiques et la certitude que vendre de manière volontaire était préférable à une confiscation sans compensation. En 1938, le processus avait considérablement avancé, mais il restait encore des commerces juifs qui, pour les antisémites nazis, étaient des pierres gênantes sur le chemin. La Kristallnacht servirait à résoudre définitivement cette situation. Le 27 octobre 1938, le régime nazi entama la déportation systématique des Juifs possédant la citoyenneté polonaise et résidant en Allemagne, environ 50 000 au total.
Anticipant que l'Allemagne tenterait de les expulser vers la Pologne, le gouvernement polonais avait adopté des mesures administratives pour leur en interdire l'entrée. La réponse allemande fut un fait accompli, la rafle et la déportation massive. En 3 jours, environ 18 000 Juifs furent arrachés à leur foyer sans pratiquement aucun préavis, entassés dans des trains scellés et transportés vers la frontière germano-polonaise. Une fois là, les Allemands les poussèrent de l'autre côté et la Pologne refusa de les laisser entrer. Ils se retrouvèrent piégés en terre de personnes, exposés aux intempéries et sans nourriture suffisante. Parmi les déportés se trouvaient Sendel et Rivka Greenspan, ainsi que 2 de leurs 3 enfants. La famille avait vécu à Hanovre depuis peu après la Première Guerre mondiale. Le 3e enfant, Herschel, était né dans cette ville en 1921 mais vivait depuis 1936 à Paris, où il résidait illégalement chez un oncle, poursuivi par la menace constante d'arrestation et d'expulsion. À la fin octobre, il reçut les nouvelles concernant la déportation de sa famille. Il les lut dans les journaux français et le 3 novembre reçut une carte postale de sa sœur décrivant la cruauté avec laquelle ils avaient été expulsés de Hanovre. Le 7 novembre 1938, à 9h35 du matin, Herschel Greenspan, 17 ans, se présenta à la réception de l'ambassade allemande à Paris. Quelques minutes plus tard, il tira sur Ernst vom Rath, un diplomate allemand de 29 ans. 2 jours plus tard, le 9 novembre, vom Rath mourut des suites de ses blessures. Après son arrestation immédiate par la police française, Greenspan ne cacha pas ses raisons. « J'ai agi par amour pour mes parents et mon peuple, qui ont été soumis injustement à un traitement honteux, déclara-t-il. Ce n'est pas un crime d'être juif. Je ne suis pas un chien. J'ai le droit de vivre. Mon peuple a le droit d'exister sur cette terre. » Greenspan maintint cette explication pendant tout le temps qu'il demeura en garde à vue française. Le prélude, 7 et 8 novembre 1938. Les propagandistes nazis ne mirent pas 4 heures à réagir. Quelques heures après le coup de feu, l'agence allemande de presse, la DNB, contrôlée par le ministère de la Propagande, émit son premier communiqué avec un titre qui fixait déjà l'angle d'approche « Attaque juive éhontée contre l'ambassade allemande à Paris ». Dans l'après-midi du 7 novembre, à peine 12 heures après le coup de feu, le ministère de la Propagande avait élaboré et commencé à diffuser une version entièrement construite de l'incident. Une conspiration juive internationale se trouvait derrière l'attentat. L'artisan de cette campagne était Wolfgang Dieverge, un fonctionnaire de 32 ans du département extérieur du ministère. Formé comme juriste, membre du parti nazi depuis 1930, Dieverge avait déjà géré la campagne de propagande autour de l'assassinat de Wilhelm Gustloff, dirigeant de l'organisation du parti nazi en Suisse, par un étudiant en médecine juif en 1936. Ce précédent lui convenait parfaitement pour l'affaire Greenspan. Dieverge était un croyant sincère aux conspirations juives. Des années après l'effondrement du nazisme, il continua d'insister sur l'objectivité et le professionnalisme de son travail pour le ministère de Goebbels. À 20h37 du 7 novembre, la DNB émit une instruction aux journaux allemands. L'attentat devait dominer la une. Les journaux devaient souligner dans leurs commentaires que le coup de feu aurait les conséquences les plus graves pour les Juifs. L'instruction évitait toute mention explicite à la violence. Les conséquences pouvaient être imaginées comme une accélération de l'arianisation de la propriété juive, de nouvelles restrictions à la vie communautaire juive, des déportations supplémentaires. Pas nécessairement un pogrom, mais le terrain était en train d'être préparé. Le matin du 8 novembre, les journaux allemands consacrèrent de nombreux articles à l'attentat. Le Völkischer Beobachter, journal officiel du parti, publia pas moins de 8 articles sur le coup de feu. Un grand titre en une le qualifiait de « vile tentative d'assassinat juive ». Un autre le décrivait comme un « crime contre la paix de l'Europe ». Der Angriff exigeait que les Juifs subissent les conséquences les plus sévères. Pendant ce temps, Hitler envoya son médecin personnel, le docteur Karl Brandt, à Paris pour surveiller l'état de vom Rath. Chaque transfusion sanguine du diplomate fut communiquée à la presse allemande. Vom Rath, fonctionnaire de rang intermédiaire, fut progressivement construit comme un martyr national. Hitler lui-même le promut en grade le 9 novembre, instruisant la presse pour qu'elle utilise le nouveau titre plus élevé sans mentionner la promotion.
Tandis que la machine de propagande se mettait en marche, quelque chose d'inattendu se produisit à Cassel, dans la région de Hesse électorale. Dans l'après-midi du 7 novembre, avant la tombée de la nuit, des émeutes antisémites éclatèrent. Cassel n'était pas un grand centre de population juive. Ces 3000 juifs représentaient moins de 2% du total. Mais la région environnante avait une concentration juive inhabituellement élevée, avec des communautés qui, avant le nazisme, représentaient 9 ou 10% de certaines petites municipalités. La présence juive dans l'économie commerciale était particulièrement visible. Alors que 18% de la population générale se consacrait au commerce et à l'industrie, chez les Juifs ce pourcentage s'élevait à 61. Le responsable direct de l'organisation des émeutes fut, selon tout ce qui indique, Heinrich Gernand, responsable de la propagande du parti nazi pour la région de Hesse électorale. Il agit sans l'autorisation de son supérieur, le Gauleiter Karl Weinrich, qui s'opposerait d'ailleurs au pogrom national qui commencerait 48 heures plus tard. Il est très probable que Gernand ait interprété la propagande émanant de Berlin comme un signal pour mobiliser les siens contre la communauté juive locale. Il n'existe aucune preuve concrète que Goebbels ait orchestré cette première explosion depuis Berlin. Le pogrom commença au café Heinemann, propriété d'une famille juive, qui fut assaillie et détruite par une foule qui, selon la police, rassembla jusqu'à 1 millier de personnes. Le noyau était constitué des SA, renforcés par une unité des SS venue de l'approche Harolsen. Mais un pourcentage significatif des émeutiers étaient des habitants ordinaires, sans lien direct avec la structure du parti nazi. La foule avança vers la synagogue, où elle détruisit l'intérieur et jeta des meubles dans la rue en y mettant le feu. La police intervint tard et de manière inefficace. Le commissaire de Cassel fut vu en train d'observer passivement la violence. Avant que les émeutes ne s'éteignent, une vingtaine de commerces juifs avaient été détruits et pillés. La violence se propagea cette même nuit à d'autres localités de la région: Rothenburg, Fulda, Bebra, Sontra, Baumbach. Dans chaque endroit, elle suivait le même schéma. À Bebra, les documents du procès tenus en 1946 permettent de reconstituer la scène avec précision. Le dirigeant local du parti, Erich Braun, avait reçu des instructions du responsable régional de Cassel et convoqua une réunion lors de laquelle il annonça qu'une action serait organisée en représailles à l'attentat contre Womrath. Des groupes de militants furent envoyés dans plusieurs villages pour agiter la population locale et s'assurer que les troubles avancent dans la direction souhaitée. Les SA et les SS effectuèrent les provocations nécessaires, et la foule répondit. Parmi les participants se trouvait Otto R., un employé ferroviaire de 36 ans et membre des SA que le tribunal de 1946 décrivit comme un membre typique de cette organisation, dépourvu d'indépendance intellectuelle, facilement contrôlable, sans disposition à défier ses supérieurs par crainte de perdre son emploi sûr au chemin de fer. Il attaqua et inspecta plusieurs habitations juives. Dans l'une d'elles, lui et ses compagnons s'acharnèrent sur Siegfried A., un vieux juif qu'ils forcèrent à lire et traduire à voix haute un texte hébreu tenu à l'envers, tout en lui refusant l'accès à ses lunettes. Mais y participa également Johannes L., un conducteur ferroviaire de 53 ans, sans aucune affiliation au SA ni au parti. Lui, sa femme et sa fille dormaient déjà quand le bruit des émeutiers les réveilla. Ils s'habillèrent, sortirent dans la rue et rejoignirent la foule. Johannes L. entra dans plusieurs habitations juives et tenta à plusieurs reprises de convaincre ses voisins de participer également. Les troubles des 7 et 8 novembre en Hesse électorale anticipaient déjà presque tous les traits qui définiraient le pogrom national 2 jours plus tard. Organisation improvisée à la dernière minute, instigation par le parti mais avec une participation considérable de personnes extérieures à celui-ci, combinaison d'attaques contre des synagogues, des commerces et des habitations avec des agressions physiques et l'humiliation personnelle des victimes, passivité policière et pillage massif. Le 8 novembre, le pogrom de Hesse connut sa deuxième nuit. Le parti nazi dans la région conspirait pour provoquer une deuxième journée de violence. À la tombée de la nuit, l'éclairage public ne s'alluma mystérieusement pas dans plusieurs localités. Des unités des SA et des SS, parfois en uniforme, coordonnèrent les attaques. L'échelle géographique fut plus grande que la nuit précédente.
plus d'une vingtaine de villages dans 11 municipalités, la plupart de petits endroits comptant à peine quelques familles juives. La décision, nuit du 9 novembre 1938. Le 9 novembre était le jour le plus chargé du calendrier nazi. C'était l'anniversaire du putsch de la brasserie du 9 novembre 1923, la tentative avortée d'Hitler de prendre le pouvoir par la force. Chaque année, l'ensemble du leadership du parti nazi se réunissait à Munich pour commémorer ce jour dans une succession de marches et de cérémonies à la charge quasi religieuse. La procession suivait l'itinéraire que les nazis avaient emprunté en 1923 jusqu'à la Feldherrnhalle, où ils avaient été repoussés par la police. On rendait un culte à un drapeau de sang du putsch comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. Hitler présidait la cérémonie. L'événement complet de 2 heures était retransmis en direct par la radio allemande. En 1938, cette commémoration du martyr nazi convergeait avec la campagne de propagande autour de la mort de Vom Rath. Vom Rath mourut à 17h30 le 9 novembre. Il devint immédiatement le martyr le plus récent de la cause nazie, victime de la terreur juive le jour même où l'on célébrait le sacrifice des martyrs du putsch. Pour nombre de leurs futurs auteurs, la violence antisémite qui était sur le point d'éclater serait un acte ritualisé de vengeance collective en un jour spécifiquement dédié à la souffrance nazie aux mains des Juifs. Tandis que les cérémonies de l'anniversaire du putsch se déroulaient à Munich, un second événement se produisit dans la ville de Dessau qui contribua également à préparer le terrain. À 3 heures de l'après-midi du 9 novembre, plusieurs heures avant que Goebbels ne prononce son discours, commença à Dessau un pogrom local que personne dans le leadership central n'avait directement ordonné. Une foule attaqua et incendia la synagogue et les locaux de la communauté juive. À l'intérieur du bâtiment, un membre de la foule joua de l'orgue pour accompagner musicalement le vandalisme. Les émeutiers pillèrent des commerces juifs et détruisirent la chapelle du cimetière juif. Le pillage fut particulièrement actif parmi les femmes. Tout cela se produisit en plein jour, à moins d'1 heure de la fin de la cérémonie retransmise nationalement depuis Munich. Quelques heures plus tard, une note de l'agence allemande de presse mentionnait laconiquement les manifestations spontanées, signalant que la police avait été convoquée pour protéger les Juifs. La mort d'Ernst Vom Rath à 17h30 le 9 novembre dans son lit d'hôpital parisien fit de ce jour le creuset parfait. À Munich, Hitler était au courant de la mort du diplomate avant de se rendre à l'événement des camarades de l'ancien hôtel de ville vers 7 heures du soir. Ce même après-midi, Hitler avait également eu au moins une conversation substantielle sur la politique juive avec Hermann Göring. Le Führer lui avait exprimé sa frustration devant l'inaction des gouvernements étrangers qui critiquaient la politique allemande à l'égard de ces juifs, mais refusaient de les accueillir comme réfugiés. Hitler arriva à l'ancien hôtel de ville déjà réceptif à une mesure radicale. Ce soir-là, vers 9h30 ou 10h, Joseph Goebbels prit la parole devant les personnes réunies à l'ancien hôtel de ville de Munich. Gauleiter, haut responsable des SA, des SS et des jeunesses hitlériennes. Hitler était sorti peu auparavant de manière abrupte, rompant avec son habitude de rester avec ses camarades jusqu'à 1 heure avancée de la nuit. Ce départ prématuré répondait à une stratégie. Le Führer avait besoin de ce qu'on appellerait aujourd'hui un déni plausible. En tant que chef d'État et dirigeant suprême du peuple allemand, Hitler ne pouvait pas être directement associé à des actions qui étaient manifestement illégales selon le droit allemand en vigueur. Goebbels transmit le message, le Führer avait autorisé que les troubles spontanés qui se produisaient déjà en plusieurs endroits ne soient pas freinés. Les synagogues devaient être incendiées, les commerces juifs détruits. La police ne devait pas intervenir. Les pompiers n'agiraient que pour protéger la propriété aryenne. Le pillage était expressément interdit. Les armes devaient être confisquées aux Juifs. Le tribunal suprême du parti nazi, qui enquêta sur les faits dans un rapport secret de février 1939, fut catégorique dans sa conclusion. Les instructions verbales de Goebbels furent interprétées par tous les dirigeants présents comme le signal que le parti devait organiser et exécuter les troubles sans en apparaître formellement comme l'initiateur. Non préparé ni organisé par le parti, et dans la mesure où il surgissait spontanément, il ne devait pas être empêché, disait la formulation officielle.
Le tribunal la qualifia de « tentative transparente de créer un déni plausible ». À 23h55, le 9 novembre, Heinrich Müller, chef de la Gestapo, transmit par Telex le premier ensemble d'instructions au bureau de la Gestapo dans tout le pays. Le Telex comportait 4 points principaux. Avertissement que des actions contre les Juifs commenceraient sous peu, avec les synagogues comme cible principale, instruction de saisir les matériaux d'archives des synagogues, ordre de préparer l'arrestation de 20 à 30 000 Juifs dans tout le Reich, en donnant la priorité aux plus fortunés, et des mesures sévères contre les Juifs trouvés en possession d'armes. 1h20 plus tard, Reinhard Heydrich, supérieur de Müller, émit un second Telex bien plus détaillé. Ce second document reflétait l'improvisation du premier. Heydrich avait dû rédiger une version améliorée en pleine nuit. Cela démontre que ni Himmler ni Heydrich n'avaient été inclus dans la planification à l'avance. Le Goebbels de cette nuit-là n'était pas le directeur d'une opération soigneusement préparée. Il était le catalyseur d'un pogrom improvisé. La preuve en est le processus chaotique de transmission des ordres. Les Gauleiter et autres hauts responsables qui avaient écouté Goebbels durent faire la queue à l'ancien hôtel de ville pour utiliser les rares téléphones disponibles ou coururent regagner leurs hôtels. Ils n'avaient pas d'instructions écrites. Ils devaient reconstituer de mémoire avec des gribouillages hâtifs ce qu'ils avaient entendu. Chaque maillon de la chaîne de commandement était un point potentiel de mauvaise communication. Certaines des atrocités les plus graves de la nuit, dont plusieurs meurtres, furent la conséquence directe d'ordres mal interprétés ou déformés en descendant la hiérarchie. Le pogrom, 9 et 10 novembre 1938. Pour que le pogrom puisse être exécuté, il était nécessaire de neutraliser la police allemande. En novembre 1938, le commandement sur toutes les catégories de police était centralisé sous les SS et en particulier dans la personne de Heinrich Himmler. La nuit du 8 novembre, Himmler avait présidé une réunion annuelle de généraux des SS, lors de laquelle il avait averti que l'Allemagne faisait face à des défis extraordinaires de nature critique dans les années à venir. Parlant de l'ennemi juif, il avait déclaré à ses généraux que « le juif ne pourra pas survivre en Allemagne, c'est une question d'années ». Et il avait promis que l'Allemagne les expulserait avec une férocité sans précédent. Il existe un débat parmi les historiens sur la question de savoir si Himmler et Heydrich furent inclus dans les préparatifs du pogrom avant la nuit du 9 novembre. Les preuves les plus directes indiquent que non. Le premier Telex envoyé au bureau de la Gestapo par Heinrich Müller arriva à 23h55 le 9 novembre, environ 2 heures après le discours de Goebbels. Le fait qu'Heydrich ait envoyé un second Telex beaucoup plus détaillé 1h20 plus tard suggère que le premier avait été rédigé à la hâte et qu'Heydrich avait dû tout improviser en pleine nuit. Si Himmler et Heydrich avaient été impliqués dès le début, ce processus aurait été plus ordonné. Ce qui est clair, en revanche, c'est que Himmler se trouvait avec Hitler dans l'appartement privé du Führer à Munich entre 11h du soir et minuit le 9 novembre, peu avant que Müller n'émette ses instructions à la Gestapo. Tous deux apparurent ensemble à minuit à la Feldherrnhalle pour présider la cérémonie de serment des nouvelles recrues des SS. Une action de l'ampleur de l'arrestation de 30 000 Juifs nécessitait l'autorisation du Führer, et Himmler l'avait. Les SA n'étaient pas simplement un instrument attendant des instructions. Pendant des années, leurs membres avaient été imprégnés d'une culture d'antisémitisme mêlant ressentiment de classe, jalousie économique et certitude idéologique que les Juifs étaient l'ennemi fondamental du peuple allemand. La propagande nazie leur avait enseigné que la richesse juive était une richesse volée, que les Juifs exploitaient les travailleurs honnêtes, que les problèmes de l'Allemagne avaient une origine juive. Pour de nombreux membres des SA, la nuit du 9 novembre était simplement la confirmation de ce qu'ils avaient toujours su qui allait arriver, le jour de régler ses comptes. Cela explique la rapidité avec laquelle les auteurs agirent, l'ampleur de la violence et aussi l'énergie avec laquelle certains d'entre eux abordèrent une tâche que personne n'avait planifiée des semaines auparavant. Le pogrom ne fut pas un plan directeur exécuté avec une précision militaire. Ce fut la confluence d'instructions venues d'en haut, de prédispositions venues d'en bas et d'opportunités que le moment créait. Le pogrom qui se répandit à travers l'Allemagne à partir de la nuit du 9 novembre fut instigé, sanctionné et organisé par le leadership du pays.
exécuté principalement par des membres du parti nazi et ses organisations auxiliaires, et rendu possible par la police. Les troubles ne furent pas simultanés dans tout le pays. Ils commencèrent, atteignirent leur point culminant et se terminèrent à des moments différents en différents endroits pendant une période d'environ 24 heures. Ils se propagèrent à des centaines de communautés, la grande majorité étant de petites villes et des villages où ne vivaient que quelques familles juives. Les protagonistes centraux du pogrom furent les membres des SA. Les troupes d'assaut en chemise brune avaient entre la vingtaine avancée et le milieu de la quarantaine. La plupart avaient rejoint le parti après janvier 1933, bien qu'une minorité significative fût des anciens combattants avec des liens plus anciens. Bien que tous les segments de la hiérarchie socio-économique allemande fussent représentés parmi les Stormtroopers qui commirent des actes de violence, la grande majorité appartenait aux classes ouvrières et moyennes inférieures. Beaucoup étaient des commerçants et des travailleurs qualifiés. La nuit du 9 novembre, les Stormtroopers de toute l'Allemagne participaient aux festivités enivrantes de l'anniversaire du putsch lorsqu'arrivèrent les instructions de se mobiliser pour l'action anti-juive. La culture masculine de taverne et de camaraderie qui caractérisait les SA, combinée à l'état d'ivresse de certains de leurs membres, aide à expliquer pourquoi, dans certains cas, la violence dépassa les limites fixées par le leadership nazi cette nuit-là, allant jusqu'au meurtre, au viol et au vol à grande échelle. Néanmoins, la majorité des crimes commis pendant le pogrom furent perpétrés par des hommes qui n'agissaient pas sous l'emprise de l'alcool. Le rôle des SS dans le pogrom a eu tendance à être sous-estimé. L'image qui s'est imposée est que la violence frénétique et chaotique était plus caractéristique du style brutal des SA que du mode méthodique des SS, organisation qui en 1941 prendrait en charge le meurtre systématique des Juifs européens. Mais les SS participèrent également activement à des meurtres pendant la Kristallnacht et dans certains cas de manière délibérée. À Aschaffenburg, ville de 40 000 habitants à la frontière entre la Bavière et la Hesse, une petite unité d'hommes des SS décida dans les premières heures du 10 novembre d'exécuter un plan qui lui était propre. Le groupe était dirigé par Heinrich T., un épicier de 27 ans membre des SS depuis 1933, qui travaillait également comme auxiliaire dans la fabrique de vêtements de son beau-père et ressentait une rivalité économique directe avec les entrepreneurs juifs du textile local. En faisant irruption dans le logement de la famille L, il s'exclama « C'est pour Monsieur Vomrat » et tira tout en disant à sa victime qu'elle ne pourrait plus exploiter les paysans allemands. Monsieur L survécut. Le groupe alla ensuite observer la synagogue en flammes et là Heinrich T. annonça « Allons chercher le juif du grain ». Il identifia Alphonse V, un marchand de céréales, comme sa prochaine cible. Ils le sortirent de sa maison, le conduisirent en voiture à la périphérie de la ville et lui débitèrent une litanie d'accusations rituelles. Il avait exploité les paysans et violé des femmes chrétiennes. Alphonse V protesta qu'il n'avait rien fait. « Monsieur Vomrat n'avait rien fait non plus et il était allemand », répondit l'un des SS. « C'est fini pour toi. Tu dois payer pour ce que ton peuple a fait. » Heinrich T. tira à plusieurs reprises. Ses compagnons laissèrent le corps sur la route. Un laitier, lors de sa tournée matinale, trouva Alphonse V encore en vie et le conduisit à l'hôpital. Il mourut 6 jours plus tard. Le chiffre officiel de Juifs tués pendant la violence du pogrom établi par les autorités nazies fut de 91, basé sur des rapports de police. Ce chiffre n'incluait pas les suicides, ni le nombre significativement plus élevé de Juifs qui mourraient dans les camps de concentration dans les semaines suivantes. Le leadership nazi n'avait pas donné l'instruction de tuer des Juifs, mais lorsque les premiers rapports de mort arrivèrent dans les premières heures du 10 novembre, personne n'émit un ordre interdisant ces actes. Le tribunal suprême du parti nazi élabora en février 1939 un rapport secret sur les crimes du pogrom qui ne fut découvert qu'après la guerre dans les archives nazies. Ces conclusions sont révélatrices. Le tribunal estima que le potentiel meurtrier était implicite dans les instructions de Goebbels du 9 novembre. Le raisonnement était le suivant. Pendant les années de lutte avant 1933, les dirigeants nazis avaient appris à formuler les ordres de manière vague et imprécise pour préserver le déni plausible lorsque leurs membres faisaient quelque chose d'illégal, et les membres de base avaient appris à lire entre les lignes de ces ordres.
En novembre 1938, certains Stormtroopers de rang inférieur interprétèrent correctement que leur mandat incluait l'autorisation de tuer. Les formulations qui pesèrent le plus dans cette interprétation avaient été transmises dans les jours précédents. Ce n'est pas Greenspan, Sikh, mais toute la judéité qui porte la responsabilité de la mort du camarade du parti Vom Rat. Le peuple allemand prendra vengeance sur toute la judéité. Tous les hommes des SA savent ce qu'ils ont à faire. Le tribunal nota que ces formulations étaient malheureuses et qu'il était compréhensible que certains nazis ordinaires les interprètent comme une autorisation de verser le sang juif. Personne n'aurait pu être surpris de ce qui se produisit. Le tribunal lui-même demanda à Hitler de gracier les condamnés pour meurtre afin de les protéger de futures poursuites devant la justice ordinaire de l'État. Hitler y consentit. Cette grâce était un geste de solidarité envers ceux qui avaient exécuté les désirs du parti et aussi, implicitement, une revendication de la propriété du pogrom. C'était lui qui, en dernière instance, avait autorisé les crimes qu'il pardonnait désormais. Le cas de Lessum, un petit village près de Brême, illustre avec précision comment la chaîne de commandement improvisée pouvait dériver vers le meurtre. Johann Heinrich Böhmker, chef nazi de Brême, appela depuis Munich son chef d'état-major, Rompagel, avec des instructions précises, détruire tous les commerces juifs, incendier les synagogues, confisquer les armes aux juifs et si les juifs résistaient, les liquider. Cette dernière instruction fut transmise vers le bas par la chaîne jusqu'à Fritz K., un vendeur de textiles de 32 ans qui était à la fois maire de Lessum et chef des SA locales. Fritz K. fut réveillé à 3 heures du matin. En prenant le téléphone pour recevoir les instructions d'un officier des SA à Brême et demander « Que faisons-nous avec les Juifs ?» La réponse fut « Débarrassez-vous des Juifs, agissez maintenant !» Fritz K. interpréta qu'il avait reçu l'ordre de tuer. Il rassembla ses hommes et les informa qu'ils avaient reçu l'ordre de tuer les Juifs de Lessum. Plusieurs membres du groupe protestèrent, parmi eux Auguste F., un ingénieur de 53 ans, vétéran de la Première Guerre mondiale décoré de la Croix de fer de première classe, qui avait rejoint les SA par défaut lorsque l'organisation paramilitaire à laquelle il appartenait avait été absorbée par elle. Auguste F. refusa d'obéir. Mais ses camarades firent pression sur lui, arguant qu'il devait démontrer sa loyauté envers le Führer. Ils lui mirent un pistolet dans la main et lui désignèrent la victime. Le docteur G., un médecin juif retraité de 78 ans, connu dans la localité pour avoir soigné gratuitement des patients pauvres et au chômage. La femme du docteur G., âgée de 65 ans, s'interposa entre Auguste F. et son mari. Auguste F. lui tira dessus 2 fois. Puis il visa le docteur G, qui tenta de se couvrir en lui tournant le dos. Le pistolet s'enraya. Lorsqu'Auguste F. l'ajusta et tira à nouveau, 4 balles atteignirent le vieil homme dans le dos. Tous 2 moururent. Il n'y avait eu aucun ordre direct du leadership nazi d'assassiner des Juifs à Lessum. Mais le potentiel meurtrier résidait déjà dans le cœur et l'esprit de certains des hommes des SA présents. Et c'est précisément ce potentiel qu'Hitler et Goebbels déclenchèrent la nuit du 9 novembre. Le meurtre à Lessum ne fut pas représentatif du pogrom dans son ensemble, mais il illustre plusieurs de ses dynamiques centrales. À travers l'Allemagne, la violence prit des formes diverses mais reconnaissables. Les synagogues furent incendiées dans pratiquement toutes les communautés ayant une présence juive. Dans de nombreux cas, avant d'y mettre le feu, les émeutiers jetaient dans la rue les objets sacrés, détruisaient le mobilier et profanaient les rouleaux de la Torah. Les habitations et commerces juifs furent envahis, détruits et fréquemment pillés malgré les interdictions explicites de la direction nazie. Le pillage fut si généralisé que certains procureurs d'après-guerre le considérèrent comme faisant partie intégrante de la violence et de l'humiliation perpétrées contre les Juifs allemands en novembre 1938. Une proportion significative des pillards étaient des femmes, des voisines qui s'appropriaient des vêtements, des jouets et des petits meubles que les hommes des SA jetaient dans la rue depuis l'intérieur des établissements. Les jeunesses hitlériennes et les écoliers jouèrent un rôle central que la mémoire collective a eu tendance à supprimer. Le 10 novembre, qui aurait dû être à l'origine une journée normale d'école et de travail, fut le théâtre d'épisodes où des classes entières d'élèves furent sorties de leurs salles de cours et dirigées par leurs enseignants vers des cibles juives.
Les enfants brisaient des vitrines avec des pierres, humiliaient des voisins juifs qu'ils connaissaient depuis toujours et, dans certains cas, participèrent directement à des passages à tabac. À Baden-Baden, le directeur de l'école primaire libéra les élèves et les encouragea à crier « À bas les Juifs !» pendant que la population juive était rassemblée dans les rues. Les enfants furent récompensés avec des bonbons. À Grosslinden, le maire en personne se présenta à l'école primaire le 10 novembre et instruisit le directeur de mobiliser les élèves. Environ 200 élèves des classes supérieures furent conduits par leurs enseignants jusqu'à un groupe d'habitations juives. Pendant que les adultes forçaient l'entrée dans les maisons, les élèves commencèrent à lancer des pierres contre les fenêtres. 2 enfants juifs et leur tante furent traînés dans la rue et livrés aux élèves, qui les frappèrent avec des pierres et leur crachèrent dessus. Dans les usines et les lieux de travail, des groupes entiers d'employés furent mobilisés à courte distance pour participer aux troubles. Fréquemment, c'était l'employeur lui-même qui menait l'action. À Wolfersheim, le dirigeant local du parti nazi avait organisé pour ce jour la participation des travailleurs de l'entreprise EFRAG, où il était lui-même employé. En arrivant au travail ce matin-là, les ouvriers reçurent la notification qu'ils participeraient à une action anti-juive pour protester contre l'assassinat d'Ernst Wormrath. Certains étaient membres des SA, la majorité ne l'était pas. Le groupe résultant comptait près de 150 personnes. Une grande foule de curieux rejoignit le défilé, observant comment les SA et les travailleurs de la EFRAG envahissaient les maisons des frères Julius et Hermann R., 2 commerçants juifs dont les commerces voisins furent dévastés. Les assaillants en profitèrent pour brûler les papiers documentant les dettes de locaux allemands envers les commerçants juifs. La destruction de tels documents ne fut nullement un cas isolé dans le pogrom. En de nombreux endroits, la violence servait également à faire disparaître des obligations financières envers des voisins juifs. Le leadership nazi n'avait pas émis d'instructions concernant l'humiliation rituelle des juifs. Pourtant, celle-ci se produisit dans un nombre énorme de localités, comme si elle répondait à une grammaire partagée de dégradation collective. À Lopheim, une vingtaine de juifs furent contraints de marcher en cercle continuellement dans une salle des marchés sans que les personnes âgées fussent autorisées à se reposer. Ils furent ensuite conduits vers la synagogue en feu et forcés de s'agenouiller devant elle. À Eppenheim, les Juifs furent contraints de déblayer les décombres de la synagogue qu'ils avaient eux-mêmes démolie, puis de défiler dans la ville lors d'un défilé d'humiliation vers la prison. À Düsseldorf, des Juifs des 2 sexes furent contraints de défiler pieds nus en pyjama sur les éclats de verre qui couvraient le sol. À Vienne, les Juifs étaient forcés de marcher dans les rues, couverts de manteaux de prière et de parchemins déchirés de la Torah. Dans une ville du nord de l'Allemagne, des hommes juifs furent enfermés dans une école face à la synagogue en flammes et contraints d'assister à des membres des SS jouant au football avec un rouleau de la Torah. L'un des SS entra dans le bâtiment et exigea de voir le rabbin, lui rasa la barbe devant les autres et tenta de l'obliger à débattre de religion. Lorsque le rabbin refusa, le SS l'interpella en criant « Nous sommes plus forts que votre Jéhovah !» La violence atteignit également les plus vulnérables. L'orphelinat juif de Königsberg fut assailli et détruit. À Dinslaken, les émeutiers firent irruption dans l'orphelinat en pleine nuit et expulsèrent les enfants dans la cour avant de démolir l'intérieur. À Emden, les résidents du foyer de personnes âgées juives, tous âgés de 70 à 80 ans, furent sortis de leur lit et contraints de défiler devant la synagogue en flammes. Comme forme de tourment supplémentaire, on leur fit faire des flexions et d'autres exercices en plein air. À Nuremberg, les Stormtroopers envahirent l'hôpital juif et contraignirent les patients à se mettre au garde à vous, y compris ceux qui étaient en mauvais état et ceux qui venaient d'être opérés. Plusieurs moururent d'embolie et d'hémorragie. La Kristallnacht plaça les fonctionnaires civils allemands devant un dilemme insurmontable. Formés et assermentés pour maintenir l'ordre et protéger la communauté, ils reçurent pendant le pogrom des instructions explicites de s'abstenir de faire leur travail. Dans pratiquement toute l'Allemagne, la grande majorité des policiers fit exactement ce qu'on lui ordonnait, c'est-à-dire rester les bras croisés. Il y eut des exceptions. Wilhelm Kreutzfeld, capitaine de police à Berlin, se rendit célèbre pour avoir sauvé la grande synagogue de l'Oranienburger Straße, la plus grande et la plus impressionnante architecturalement de la ville.
Selon le récit, Creutzfeldt et quelques agents sous ses ordres affrontèrent un groupe de Stormtroopers qui tentaient de détruire le bâtiment, les tinrent à distance avec leurs pistolets et ordonnèrent aux pompiers d'éteindre l'incendie déjà déclenché. Il invoqua sa responsabilité de faire respecter une loi protégeant les bâtiments historiques. Le lendemain, le chef de la police berlinoise, le comte Eldorf, le réprimanda, mais sans lui imposer de sanctions formelles et en lui permettant de se retirer sans incident. Creutzfeldt est aujourd'hui reconnu en Allemagne comme un héros de la Kristallnacht. Plus courante fut l'attitude des policiers de Groß-Krotzenburg. Ils reçurent l'ordre de tolérer les actions du parti contre les Juifs et obéirent. Lorsqu'arriva ensuite l'instruction de mettre fin à la violence et de prévenir le pillage, ils obéirent également. Halich, le chef de la police, qui désapprouvait personnellement le pogrom, entra dans la synagogue qu'une foule de jeunes lapidaient et sauva les rouleaux de la Torah avant qu'ils ne puissent être profanés, les déposant dans la cave de la mairie. Il ne fit rien pour arrêter le pogrom, mais exprima sa dissidence à travers ce petit geste de décence. Les camps et l'aube du 10 novembre. Pour des dizaines de milliers de Juifs allemands, l'expérience la plus terrifiante du pogrom ne fut pas la violence dans la rue, mais la vague d'arrestations massives et les déportations ultérieures vers les camps de concentration. Tout au long du 10 novembre, et pendant les jours suivants jusqu'au 16 novembre, lorsque Heydrich déclara close l'action d'arrestation, environ 31 000 hommes juifs furent détenus et envoyés à Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. 11 000 à Dachau, 9 800 à Buchenwald, 10 000 à Sachsenhausen. Les arrestations furent exécutées de manière très inégale. Les passages à tabac, l'humiliation et la torture accompagnèrent beaucoup d'entre elles, bien que dans certains cas les détenus fussent traités avec plus d'humanité. La différence dépendait en grande partie de qui procédait à l'arrestation. Les policiers professionnels tendaient à respecter les procédures, tandis que les hommes des SA et des SS, dont beaucoup avaient été improvisément commissionnés comme auxiliaires, se comportèrent généralement avec une plus grande brutalité. À Vienne, où la violence du pogrom avait été particulièrement intense depuis l'annexion de l'Autriche en mars, le traitement des détenus atteignit des niveaux extrêmes. La rafle massive commença à 5 heures du matin, le 10 novembre. Tout au long de la journée, les SA patrouillèrent la ville à la recherche de Juifs dans les cafés, les hôtels et dans la rue. Les lieux de détention provisoires comprirent des écoles, un cloître et une vieille écurie. Dans l'écurie, les prisonniers devaient maintenir les bras levés pour que davantage de personnes puissent tenir dans l'espace. Certains furent contraints de ramper sur le pavé en pavé, sans nourriture ni eau pendant des heures, sans pouvoir utiliser les toilettes. Dans le cloître de la Kenjongasse, passé minuit le 10 novembre, les prisonniers furent réveillés et conduits dans une grande salle. Les gardes des SS demandèrent si un rabbin était présent. Lorsqu'un se identifia, ils le placèrent au centre et lui arrachèrent les poils un à un, lui gravant des emblèmes dans la barbe. Ils lui ordonnèrent ensuite de réciter le Kaddish, la prière juive pour les morts, que les prisonniers crurent être leur propre enterrement annoncé. Les gardes leur avaient dit qu'ils seraient fusillés à 4 heures du matin. Plusieurs Juifs à Vienne se suicidèrent en se jetant par les fenêtres des bâtiments où ils étaient retenus. Dans les camps de concentration, l'arrivée de dizaines de milliers de nouveaux prisonniers en quelques jours déborda complètement les installations. La situation était particulièrement grave à Buchenwald, le plus récent et le plus primitif des 3 camps, où un camp spécial fut précipitamment construit avec des baraquements improvisés. Dans ces installations, il n'y avait ni toilettes, ni lavabo, ni chauffage, ni fenêtres. Les latrines consistaient en 2 tranchées à ciel ouvert. Le commandant du camp, Karl Otto Koch, fit bien comprendre à son personnel que le traitement brutal des Juifs serait interprété comme une conduite favorisant l'avancement de carrière. Les prisonniers qui arrivaient ne recevaient pas de nourriture pendant les premières 24 heures. Lorsqu'elle apparaissait, ce n'était pas toujours un soulagement. Dans un cas, un repas de pommes de terre provoqua une épidémie massive de diarrhée et les prisonniers soupçonnèrent que la nourriture avait été additionnée d'un laxatif. Une humiliation favorite des gardes de Buchenwald était ce qu'ils appelaient « transporter la merde ». Obliger les prisonniers à transférer des excréments humains des latrines primitives vers le jardin avec des ustensiles de cuisine ou à main nue. L'unité juive assignée à cette tâche reçut le surnom de Commando 4711, en référence au numéro de marque déposé de l'eau de Cologne.
Entre novembre 1938 et le début de 1939, plusieurs centaines de prisonniers juifs moururent dans les camps. Beaucoup moururent aux mains des gardes. D'autres se suicidèrent en se jetant sur les barbelés électrifiés. Beaucoup succombèrent à des crises cardiaques provoquées par l'effort physique extrême ou par l'exposition au froid de l'automne tardif et de l'hiver. D'autres moururent par manque de médicaments essentiels comme l'insuline pour les diabétiques. Le régime commença à libérer progressivement les détenus à la fin du mois de novembre. L'objectif de la détention n'était pas l'extermination, mais la coercition. Forcer le transfert accéléré de la propriété juive vers des mains aryennes et l'émigration rapide des Juifs d'Allemagne. Ceux qui avaient des papiers d'émigration en règle étaient libérés en premier. Les vétérans de combat de la Première Guerre mondiale reçurent l'ordre de libération le 28 novembre. Ceux qui avaient plus de 60 ans reçurent l'ordre de libération le même jour que le décret de Heydrich du 16 novembre, bien que de nombreux camps aient mis si longtemps à l'appliquer que beaucoup étaient déjà morts entre-temps. En sortant des camps, les prisonniers recevaient un avertissement, ne pas parler de ce qu'ils avaient vécu. On les menaçait en leur disant que des agents nazis surveillaient les émigrés même en Amérique du Nord et que ceux qui parleraient finiraient à nouveau dans un camp ou que leurs familles en Allemagne en subiraient les conséquences. La réponse allemande est étrangère. La majorité des Allemands ne participa pas directement au pogrom mais ne put pas non plus l'ignorer. Des centaines de milliers furent témoins d'actes de violence. Dans toutes les villes et tous les villages, les synagogues brûlaient, les vitrines étaient brisées. La propriété juive pillée remplissait les maisons. La détention massive des Juifs se produisit en grande partie à la vue de tous. Le service de sécurité nazi maintenait un réseau d'informateurs pour évaluer l'opinion publique. Et les rapports qui affluèrent vers les bureaux de la Gestapo dans les semaines suivant le pogrom offrent un portrait complexe. Dans la région de Bielefeld, les rapports des maires et des fonctionnaires de comté révélaient des divisions profondes. Le maire de Bielefeld rapporta que les gens sympathisaient avec la lutte contre la judéité et comprenaient la nécessité de mesures sévères, mais que ce qui les offensait était la destruction insensée de propriétés qui seraient passées de toute façon entre des mains aryennes. À Höxter, beaucoup d'Allemands s'étaient initialement montrés favorables à l'action anti-juive, mais s'y étaient retournés en voyant le traitement physique et l'arrestation massive des Juifs. Dans plusieurs localités, les organisations caritatives rapportèrent que certains citoyens retirèrent leur contribution à la charité d'hiver en signe de protestation contre la destruction des biens. Mais il y eut aussi des endroits où le pogrom fut accueilli avec satisfaction. Le maire de Minden rapporta que la population avait applaudi l'action. À Minden, à Atteln, à Neuhaus, les fonctionnaires décrivaient des réactions de satisfaction sincère. Les rapports du SD révélaient également que les critiques les plus prononcées provenaient des catholiques, qui craignaient que leurs propres églises ne soient la prochaine cible, et des milieux protestants les plus proches de l'église confessante, le mouvement d'opposition ecclésiastique au nazisme. Une mise en garde méthodologique s'impose ici. Les personnes qui exprimaient ouvertement en novembre 1938 une indignation morale face au pogrom risquaient d'être poursuivies pour diffamation des dirigeants du parti ou du gouvernement. À Munich, seulement entre novembre 1938 et mars 1939, les procureurs ouvrirent 32 affaires de ce type. Un ouvrier de Wuppertal qui commenta au travail que l'Allemagne ne pouvait plus se considérer comme un pays de culture après avoir brûlé les synagogues fut condamné à 5 mois de prison. Un professeur de religion catholique qui perdit son calme pendant un cours et compara l'incendie des synagogues allemandes à la campagne anti-religieuse soviétique fut enquêté et ne fut épargné de poursuites que parce que le ministère de la Justice décida de ne pas porter de charge, bien que l'effet d'intimidation eût déjà produit son effet. Il existe de solides raisons de croire que l'indignation morale face au pogrom était considérablement plus répandue que ce que la documentation contemporaine ne reflète. Les gens avaient des raisons très concrètes de ne pas l'exprimer en public. En même temps, la recherche historique a clarifié que cette indignation morale n'équivalait pas à une opposition générale à la politique antisémite du régime. Les rapports d'opinion montrent clairement que l'écrasante majorité des Allemands, y compris de nombreux critiques du pogrom, avaient approuvé les mesures légales et bureaucratiques mises en œuvre contre les Juifs depuis 1933.
Lorsque dans les semaines suivant la Kristallnacht, le régime accéléra l'arianisation de la propriété juive et les mesures pour expulser les juifs du pays, les critiques furent minimes. Joseph Goebbels était convaincu que la tempête internationale d'indignation serait passagère, une tempête dans un verre d'eau. Il se trompa de manière fondamentale. L'ambassadeur allemand à Londres, Herbert von Dirksen, informa Berlin le 17 novembre que le pogrom avait considérablement facilité le travail des cercles anti-germaniques qui souhaitaient torpiller le plan du Premier ministre Neville Chamberlain de parvenir à un modus vivendi avec l'Allemagne. Ces secteurs de l'opinion publique britannique qui avaient activement soutenu l'amitié anglo-nazie s'étaient retrouvés paralysés. L'ambassadeur à Washington, Hans Dieckhoff, envoya un rapport tout aussi sombre le 14 novembre. Jusqu'au 10 novembre, de larges secteurs de la société américaine, y compris la communauté germano-américaine, avaient maintenu une attitude comparativement réservée ou même favorable envers l'Allemagne. Ce n'était plus le cas. L'indignation ne venait pas seulement des Juifs, mais avec une force égale de tous les milieux et de toutes les classes. Ce même jour, les États-Unis rappelèrent leur ambassadeur à Berlin pour consultation. L'Allemagne répondit par le rappel de son ambassadeur à Washington. Les deux pays n'échangèrent plus d'ambassadeurs jusqu'en 1949. Les conséquences immédiates et l'affaire Greenspan. Le 12 novembre, Hermann Göring présida une réunion de près de 100 fonctionnaires du gouvernement et du parti nazi au ministère de l'Air du Reich. Son objectif principal, planifier la prochaine vague de mesures légales et bureaucratiques pour accélérer le transfert de la propriété juive vers des mains aryennes et forcer l'émigration juive. Göring, furieux d'avoir été laissé à l'écart lorsque Goebbels et Hitler avaient lancé le pogrom la nuit du 9 novembre, ne cacha pas sa critique. « J'en ai assez de ces manifestations qui, en fin de compte, ne nuisent pas aux Juifs, mais à moi, qui suis en dernière instance le responsable de l'économie. » Il s'inquiétait de la destruction de biens de consommation, de propriété du peuple. Cette réunion aborda également le problème des compagnies d'assurance. Le pogrom avait généré des réclamations potentiellement massives. Le directeur d'Allianz expliqua le dilemme de l'industrie assurantielle. Légalement, les compagnies n'étaient pas obligées de couvrir les dommages causés par des troubles intérieurs, car le gouvernement nazi avait supprimé cette couverture sous prétexte que de tels troubles ne pouvaient tout simplement pas se produire sous le régime nazi. Mais si elles ne payaient pas, elles perdraient leur crédibilité auprès des assurés à l'étranger. La solution finale fut un mécanisme pervers. Les compagnies paieraient les réclamations des victimes juives, mais l'argent serait immédiatement confisqué par l'État. De plus, Göring émit ce même jour le célèbre décret imposant aux Juifs allemands une contribution d'expiation collective d'1 milliard de marks du Reich. Les 30 000 hommes juifs qui à ce moment-là languissaient dans les camps de concentration ne furent même pas mentionnés lors de la réunion. Herschel Greenspan, le jeune homme qui avait tiré sur Ernst vom Rath, resta sous garde française tandis que l'Allemagne et la France étaient en guerre, ce qui rendait tout procès impossible. Mais en juin 1940, la conquête allemande de la France changea la situation. Greenspan tomba aux mains des Allemands avec tous les archives de ses avocats et des enquêteurs français. Les nazis commencèrent à planifier un grand procès judiciaire. L'idée était d'utiliser le procès comme une plateforme de propagande à portée mondiale pour démontrer que Greenspan avait agi comme instrument d'une conspiration juive internationale, relier l'attentat au déclenchement de la guerre et justifier rétroactivement le pogrom devant le peuple allemand et le monde. Le procès était prévu pour se tenir devant le tribunal du peuple, être retransmis à la radio à l'échelle nationale et se conclure par la condamnation à mort de Greenspan. Wolfgang Dieverge coordonna les préparatifs pendant des mois, élaborant un schéma jour par jour pour un procès d'1 semaine. Jour 1 et 2. Fait du coup de feu et analyse des motivations. Jour 3 à 5, le contexte politique du crime avec des universitaires comme témoins experts. Un professeur de Tübingen, Gerhard Kittel, expert en Nouveau Testament et antisémite académique de premier rang, témoignerait sur la façon dont la loi juive, telle qu'elle est interprétée dans le Talmud, autoriserait les juifs à tuer des non-juifs. Jour 6, conclusion du parquet. Jour 7, verdict et sentence de mort sans possibilité d'appel. Le plan s'effondra pour 2 raisons. La première fut politique. Les relations compliquées avec la France de Vichy,
les nouvelles déportations de juifs français en 1942 et la pression sur le gouvernement fantoche sur de multiples fronts rendaient peu opportun un spectacle de cette envergure. La seconde raison fut Greenspan lui-même. À l'automne 1941, Greenspan communiqua à son interrogateur de la Gestapo que le coup de feu à Paris avait en réalité eu à voir avec une relation homosexuelle qu'il aurait entretenue avec Ernst vom Rath. Goebbels réagit avec horreur, non parce qu'il croyait l'histoire, mais parce qu'il comprenait parfaitement que si Greenspan la répétait à la barre, l'image propagandiste du procès serait détruite. Le récit nazi exigeait que vom Rath soit un martyr irréprochable et que Greenspan soit l'instrument de la conspiration juive mondiale. Un scandale homosexuel ruinait tout. En mai 1942, Goebbels s'opposa définitivement au projet. Le procès fut ajourné indéfiniment et en pratique ne se tint jamais. Sur le sort final de Herschel Greenspan, les témoignages de survivants de Sachsenhausen indiquent qu'il fut exécuté à l'été 1942, peu après que sa vie eut cessé d'être utile au projet du procès. Son père survécut à la guerre et obtint en 1960 d'un tribunal allemand à Hanovre un certificat de décès pour son fils. La date assignée à la mort de Herschel Greenspan fut le 8 mai 1945, le jour de la capitulation allemande. Les procès d'après-guerre. En 1945, avec le Troisième Reich en ruine, l'étendue totale de ces atrocités fut exposée au monde. La Kristallnacht, qui avait semblé monumentale en 1938, s'était réduite en perspective face au génocide et aux autres atrocités commises entre 1939 et 1945. Néanmoins, les événements de novembre 1938 occupèrent une place de premier plan dans les processus d'après-guerre de règlement des comptes. Dans les mois et les années qui suivirent 1945, plus de 7000 Allemands furent accusés de crimes liés à la Kristallnacht dans environ 1200 procès séparés devant des tribunaux d'Allemagne de l'Ouest. En Autriche, plusieurs centaines de personnes furent poursuivies, la plupart à Vienne, où le pogrom avait été particulièrement brutal. Les défis étaient formidables. Le plus grand fut l'ampleur même de l'événement et l'énorme nombre d'Allemands qui y avaient participé d'une manière ou d'une autre. Les accusés ne représentaient qu'une fraction des personnes impliquées dans la violence. Les jeunes qui avaient participé au pogrom étaient pour la plupart exemptés de poursuites, et les procureurs se concentrèrent sur les adultes qui les avaient recrutés et encouragés. Les procureurs ne poursuivirent pas non plus en règle générale les pillards, ce qui excluait de la justice d'après-guerre une partie considérable des Allemands ordinaires qui avaient volé leurs voisins juifs en novembre 1938. La pénurie de juges non contaminés par le nazisme constituait un autre obstacle. Le système judiciaire et la magistrature allemands avaient été nazifiés entre 1933 et 1945. Les procès ne pouvaient pas apparaître comme une justice des vainqueurs, comme beaucoup d'Allemands percevaient les procès de Nuremberg. Dans les zones d'occupation occidentale, les tribunaux opéraient sur la base du droit pénal allemand existant et non sur les innovations juridiques introduites à Nuremberg, comme l'accusation de crimes contre l'humanité. Cela signifiait que le meurtre, les agressions et les actes contre l'ordre public restaient les charges standards. La dépendance au témoignage oral constituait un autre problème sérieux. Les crimes s'étaient produits presque une décennie auparavant. Les souvenirs étaient imparfaits et de nombreux témoins faisaient preuve d'une capacité sélective suspecte. Juges et procureurs constatèrent à maintes reprises que les accusés et les témoins se réservaient ouvertement la vérité. Certains témoins désignaient des accusés précis pendant l'instruction préalable au procès pour se rétracter ensuite à la barre. Dans les cas où la participation des meneurs ne pouvait être documentée avec précision, leurs subordonnés étaient condamnés tandis qu'eux restaient libres. La défense des ordres supérieurs se révéla plus efficace pour les policiers que pour les hommes des SA. Les tribunaux sympathisaient davantage avec la situation des agents de police, pour qui la hiérarchie et l'obéissance à l'autorité civile étaient des principes fondamentaux de conduite professionnelle. Un tribunal alla jusqu'à arguer que la plupart des pompiers qui avaient laissé brûler les synagogues étaient des personnes à la pensée simple, auxquelles on ne pouvait exiger un acte de désobéissance dans l'environnement répressif de l'Allemagne nazie. Malgré toutes ces limitations,
Certains procès produisirent des condamnations significatives. En 1946, 4 hommes condamnés pour la destruction de la synagogue de Bamberg reçurent des peines de 5 à 7 ans. En 1948, dans une affaire de meurtre à Brême, 2 hommes furent condamnés à 10 et 15 ans respectivement. Dans l'affaire d'Aschaffenburg, Heinrich T., l'homme qui avait sorti Alphonse V de sa maison, lui avait tenu un discours sur ces infâmes actes d'exploitation et l'avait ensuite fusillé au bord de la route, fut condamné à 15 ans de prison. En 1950, un tribunal de Düsseldorf condamna un accusé à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un juif dans la localité de Hilden. La loi d'amnistie adoptée en Allemagne de l'Ouest le 31 décembre 1949 constitua le dernier grand obstacle. Cette disposition établissait que les peines de moins de 6 mois de prison pour crimes nazis ne seraient pas exécutées. L'effet pratique fut de décourager les procureurs de poursuivre les personnes impliquées dans les délits mineurs. Ceux qui avaient participé au pogrom en se contentant d'endommager des biens, de piller ou d'inciter verbalement au vandalisme furent protégés par l'amnistie. Le processus de justice, déjà sélectif et irrégulier, se trouva ainsi également tronqué sur le plan juridique. Néanmoins, les procès laissèrent un héritage inespérément précieux. Un corpus de témoignages et de documentation qui permet de reconstituer les événements de novembre 1938 au niveau local avec un détail sans précédent. De nombreuses sentences soulignèrent explicitement la participation généralisée de la population locale à la violence, même si les coupables individuels ne pouvaient être identifiés avec précision. Le tribunal de Gießen, dans sa sentence sur le pogrom à Wolfersheim, nota que les hommes des SA avaient envahi et détruit des habitations juives en présence d'une grande partie de la population. Dans sa sentence sur le pogrom à Gedern, le même tribunal souligna que les SA avaient reçu le soutien bienvenu d'un grand nombre de civils et que le soutien de la foule aux SA et aux jeunesses hitlériennes avait clairement reflété une sympathie intérieure pour les émeutiers. La mémoire et l'oubli. Le récit du pogrom qui se consolida dans l'Allemagne d'après-guerre fut une version assainie. La violence spontanée et la participation massive d'Allemands ordinaires furent enterrés sous un récit d'auto-exculpation dans lequel la responsabilité du pogrom retomba sur Hitler, Goebbels et les SA. Ce récit était psychologiquement réconfortant et politiquement commode dans les 2 moitiés d'une Allemagne divisée pendant la guerre froide. Il contribuait à souligner un sentiment de discontinuité avec le régime criminel prédécesseur et à projeter la responsabilité du pogrom sur les nazis en tant que catégorie, n'étant plus présent dans la société allemande. En 1988, pour le 50e anniversaire du pogrom, le président du Bundestag, Philipp Jenninger, prononça au Parlement allemand l'un des discours commémoratifs les plus controversés de l'histoire de la République fédérale. Plusieurs membres du Parlement quittèrent l'hémicycle en pleine intervention et Jenninger démissionna quelques heures plus tard. Les critiques adressées à la forme de son discours, certains arguant qu'en décrivant les attitudes antisémites de l'époque, il ne s'en était pas suffisamment distancié, furent en partie sincères et en partie instrumentalisés politiquement. Le contenu réel de l'intervention était l'une des analyses autocritiques les plus courageuses qu'un homme politique allemand de haut rang eût formulé jusqu'alors sur le rôle de la société allemande dans les politiques antisémites nazies. Mais lorsqu'il en arriva au moment du pogrom lui-même, Jenninger tomba dans le schéma familier. Le peuple allemand était resté pour l'essentiel passif. Seuls quelques-uns avaient rejoint la violence de la foule organisée des SA et des SS. Un demi-siècle après les faits, le récit exculpatoire continuait de dominer même les moments de plus grande autocritique officielle. La recherche historique récente, en particulier celle développée par des historiens allemands consacrés à l'histoire locale et régionale, a systématiquement remis en question ce récit dominant. Les études de localités spécifiques ont reconstitué les événements du pogrom avec un niveau de détail sans précédent, révélant une réalité bien plus inconfortable. La Kristallnacht fut une combinaison de violences dirigées centralement et de libération cathartique de passions antisémites largement répandues dans la société allemande, bien qu'en aucun cas universelle. La Kristallnacht ne fut pas un événement que le régime nazi fabriqua de toutes pièces sur une population inerte. Ce ne fut pas non plus un soulèvement spontané de colère populaire.
Ce fut quelque chose de plus complexe et de plus révélateur, le résultat de l'interaction entre la manipulation venue d'en haut et le désordre venu d'en bas, entre les instructions du parti et les rancœurs personnelles, entre l'antisémitisme idéologique et la cupidité ordinaire, entre l'obéissance aux ordres et l'enthousiasme autonome. Les archives des procès judiciaires d'après-guerre, qui pendant des décennies restèrent dispersées dans des archives locales de toute l'Allemagne avec un accès compliqué par des restrictions de confidentialité, ont permis de reconstituer cet enchevêtrement avec une précision auparavant impossible. L'Institut d'histoire contemporaine de Munich, en collaboration avec Yad Vashem à Jérusalem, a entrepris un ambitieux projet pour rendre cette documentation plus accessible. Les centaines de témoignages de Juifs allemands déposés à la Bibliothèque Wiener de Londres, recueillis à la fin de 1938 ou au début de 1939, alors que les souvenirs du pogrom étaient encore frais et non élaborés, constituent également une source de premier ordre. Ce que cette documentation révèle n'est pas une histoire de monstres qui agirent dans une nuit d'obscurité pendant que le reste de l'Allemagne dormait. C'est l'histoire d'une société qui pendant 6 ans avait été systématiquement préparée à la violence antisémite, dans laquelle le voisin d'en face était un pillard, l'enseignant était un instigateur, l'ouvrier de l'usine était un volontaire, le maire était un organisateur et le policier était un complice passif. Pas tous, ni même la majorité, mais bien plus que ce que le récit officiel d'après-guerre a voulu reconnaître. Ce que cette documentation révèle également, c'est que le pogrom de novembre 1938 ne fut pas uniquement ce que les Allemands accomplirent cette nuit-là contre leurs voisins juifs. Ce fut aussi ce que ces voisins juifs vécurent dans les heures, les jours et les semaines qui suivirent. L'arrestation, la déportation, l'humiliation dans les camps, l'incertitude des familles qui ne savaient pas où se trouvait leur mari ou leur père, la pression pour signer la cession de leurs biens, la recherche désespérée de visas pour émigrer vers des pays qui souvent ne voulaient pas les recevoir. Cette expérience fait partie intégrante de l'histoire de la Kristallnacht, au même titre que les flammes des synagogues et les éclats de verre sur les trottoirs.